C'est cette articulation, quelle humanité, quelle politique et quel type de personnes pour sous-tendre cette politique, et effectivement derrière, quelle éducation à donner pour que nous puissions faire co-grandir les enfants de demain vers cet avenir-là. Tu as raison de dire, c'est un chemin, mais c'est un chemin qui est tout à fait passionnant. C'est-à-dire que je dirais même que le métier d'être humain, j'aime bien l'expression qu'utilise aussi Alexandre Jolien, le métier d'homme, le métier d'être humain, sa caractéristique, c'est d'être en chemin. C'est un ministère d'incarnation. L'humanité, on aura tout le temps de savoir dans les métamorphoses dont la mort est un des éléments, si il y a d'autres règnes, et par exemple quelque chose qui ressemble au règne angélique. Mais pour le moment, en tout cas, notre métier d'être humain, c'est d'être dans ce ministère d'incarnation, d'accepter le métissage. Et ce chemin, à ce moment-là, il peut être passionnant. C'est-à-dire, l'art de vivre à la bonne heure, c'est aussi l'art d'épouser pleinement la condition humaine, y compris justement dans sa vulnérabilité, y compris dans sa finitude. Autre débat majeur avec les courants de la post-humanité, parce que... Qui refusent ça. Voilà, et loin que la mort soit à ce moment-là le contraire de la vie, elle peut être, comme le disent d'ailleurs maintenant les biologistes contemporains comme Jean-Claude Ameisen, la sculpture du vivant. Et elle renoue à ce moment-là avec les traditions de sagesse. Quand Confucius et Sénèque disaient « vis comme tu aimerais avoir vécu », c'est la représentation de notre finitude qui nous amène aussi à vivre intensément cette vie-là. Qu'est-ce que je vais choisir de sculpter ? Comment faire de notre vie une œuvre ? Pour reprendre une grande question que pose Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, sortir des civilisations du travail et du labeur pour aller vers des civilisations de l'œuvre, des civilisations du métier au sens de ministère mystérieux de projet de vie. Et ça, c'est une perspective qui est absolument passionnante parce que le chemin lui-même, non seulement c'est une aventure personnelle, passionnante, mais autrui devient un compagnon de route dans ce chemin-là. Si je veux vivre à la bonne heure, si je veux vivre dans l'intensité de ce que j'ai choisi de vivre, par définition, je ne vais pas tout vivre, je ne vais pas tout faire. Et si je veux tout vivre et tout faire, je vais être dans le zapping permanent, donc je vivrai rien à fond. Donc, choisir de vivre à la bonne heure, c'est choisir de ne pas tout vivre, accepter de ne pas tout vivre, mais inversement, ce que l'on vit, de le vivre intensément. Mais à ce moment-là, mon rapport à autrui se trouve modifié. Si je veux tout vivre, autrui va être forcément un rival. Si j'accepte de ne pas tout vivre, autrui devient un compagnon de route parce que c'est grâce à autrui que je vais avoir accès à des saveurs de vie que je ne connaîtrais pas directement. Et à ce moment-là, c'est mon rapport à moi-même, c'est mon rapport à l'univers et c'est mon rapport à autrui qui se trouve transformé. Et cette transition vers des sociétés du buen vivir, que le Forum social mondial de Belém a mis en perspective, il est déjà là, c'est-à-dire, pour ça que je dis souvent, choisir d'être heureux est un acte de résistance politique. Parce qu'on peut montrer que toutes les grandes fractures, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, avec les 67 personnes qui ont les revenus de 3,5 milliards d'êtres humains, qu'elles soient financières, avec le fait que sur 4 000 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement sur les marchés financiers, il n'y en a que 2% qui correspondent à des biens et des services réels. Chiffre donné par Bernard Liétard, un des anciens responsables de la Banque centrale de Belgique. Eh bien, derrière toutes ces grandes fractures, ces grandes insoutenabilités, il y a un couple qui est formé par la démesure et le mal-être. Évidemment, le couple alternatif positif, il est du côté de la frugalité comme alternative à la démesure, mais il est tout autant du côté de l'art de vivre. Et c'est très important de travailler cette dimension du buen vivir et de dire
sans attendre, nous allons constituer un réseau qui est un réseau mondial de groupes et de personnes qui s'aident mutuellement à vivre à la bonne heure. Et à ce moment-là, on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire, comme on dirait au poker, servi. Nous, de notre côté, ça va bien. Et à ce moment-là, on va dire au brutaclac, nous, on vous rejette pas, parce que finalement, vous êtes aussi des frères en humanité. Donc, nous, on s'est organisé, donc on n'a pas besoin de vous. Par contre, si vous comprenez que il y a une autre façon de vivre que d'être obsédé par l'argent et le fait d'avoir des robots androïdes, bienvenue dans la pleine humanité. À ce moment-là, la stratégie virale, le rapport attractif change de côté et on est en plein dans ce qu'ont révélé les enquêtes sociologiques autour des créatifs culturels. C'est-à-dire que le nombre de ces acteurs-là est potentiellement beaucoup plus important que ce que l'establishment voit, mais aussi de ce que ces créatifs croient eux-mêmes, parce qu'ils se croient hyper marginaux, alors qu'en réalité, ils représentent déjà un niveau non seulement quantitatif, mais qualitatif, qui est beaucoup plus important qu'ils ne l'imaginent eux-mêmes. Et ça, c'est une vraie source d'espérance. Tout à fait. Parce que j'aurais plein de pistes à aller chercher, oui, donc on va cadrer. En conclusion, je te laisse réfléchir sur qu'est-ce que tu aurais envie de cet échange, alors soit de reprendre, soit de tirer comme autre fil pour respecter déjà le temps qu'on a ensemble, et aussi pour conclure et apporter une touche d'espérance ou autre à cet entretien. Puisque tu parles d'espérance, je dirais d'abord que une des façons simples de résister à la novlangue, qui est celle par exemple de l'économisme dominant et de rapports fondés sur la brutalité, c'est de nous donner le droit de revisiter le sens des mots, en particulier dans les langues latines. Par exemple, l'espérance, quand on parle de prospérité, la langue du business, elle définit la prospérité comme étant une prospérité matérielle. Or, prospère, en latin, c'est ce qui nous tourne vers l'espérance. Donc, qu'est-ce qui nous tourne vers l'espérance ? Quelle est la nature de la prospérité d'une pleine humanité ? C'est celle, justement, qui va choisir des activités bénéfiques au sens de source de bienfaits et non pas de solde monétaire, des activités bénéfiques qui sont co-créatrices de valeurs comme force de vie, donc aussi du côté de l'éros, puisque valeur et éros, c'est la même chose, des activités bénévoles, parce que le bénévolat, c'est l'orientation de la volonté. Donc le contraire du bénévolat, ça n'est pas le salariat ou la non-rémunération. Le contraire du bénévolat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat. Par exemple, il y a un secteur mondial du malévolat avec l'économie du crime, l'économie mafieuse, l'économie des stupéfiants, etc. Puis entre les deux, il y a un secteur qui ne dit rien de la nature de sa volonté, mais simplement est-ce qu'il rapporte ou est-ce qu'il perd de l'argent. C'est ce qu'on peut appeler le secteur du lucravolat. Donc on va dire comment on déplace le curseur pour que les acteurs qui sont seulement dans le lucravolat aille plutôt du côté de la volonté bonne que du côté du malévolat. C'est pour ça que la lutte contre les paradis fiscaux, qui est un poumon majeur de lien entre malévolat et lucravolat, est un point sur lequel on peut complètement faire reculer le système. Et quand on est dans cette perspective-là, on comprend bien que notre premier habitat émotionnel, qui est celui des mots mêmes que nous employons, on peut le transformer. On peut s'autoriser mutuellement à réouvrir notre imaginaire. La fraternité,
c'est le frater, c'est le genre humain. Donc du coup, c'est plus, pour reprendre l'expression de Régis Debray, la vieille cousine qui fait tapisserie et que personne ne songe à inviter à danser. Ça devient au contraire la jeune femme séduisante que tout le monde a envie d'inviter à danser. Et là, on est aussi sur une perspective qui est à mon avis passionnante sur le plan spirituel, qui est la capacité de réunifier les deux grandes sources de l'énergie amoureuse que sont l'énergie spirituelle et l'énergie sexuelle, qui est souvent un des problèmes sur lesquels, par exemple, les traditions religieuses, dans leur propre métissage, parce qu'une tradition religieuse, elle peut être vecteur, évidemment, de quête spirituelle, c'est sa face lumineuse, mais elle peut être aussi du côté de la peur. Et on répond à la peur par la superstition. Si la foudre tombe, c'est parce que le dieu foudre est courroucé, donc on va lui offrir des sacrifices. Et à ce moment-là, on a une trilogie qui est la peur, la soumission, le sacrifice, qui est aux antipodes de l'élévation spirituelle. C'est aussi pour ça que moi je parle de nécessaire interpellation spirituelle des grands faits religieux. Et par exemple, une laïcité ouverte, elle a un double avantage. À la fois, elle ouvre pleinement l'espace public aux questions du sens. Elle arrête de dire les questions du sens, on les renvoie uniquement dans l'espace privé. Mais en même temps, elle arrête de faire cadeau aux grands faits religieux du monopole des questions spirituelles. Donc elle permet aussi que le discernement, il va aller interpeller les traditions spirituelles et les amener à bouger dans le sens de leur part la meilleure, qui est la part spirituelle, plutôt que la part la pire, qui est du côté sacrificiel. Et comme dans le sacrificiel, l'un des renoncements majeurs, il est du côté de la sexualité, la possibilité d'avoir ce que j'appelle une érotique fraternelle, de monter en progression, y compris de qualité d'amour, à ce moment-là, on ne tombe pas en amour, on s'élève en qualité d'amour. Et ça, c'est une perspective qui, je crois, est tout à fait passionnante parce que l'un des grands enjeux, à mon avis, du devenir de l'humanité, c'est sa progression dans l'art d'aimer. Donc tu proposes un tantra politique presque. D'une certaine façon, oui, en prenant le tantra dans sa pleine et vraie dimension, effectivement, hein, c'est effectivement de dire cette qualité d'art de vivre où la progression dans l'art d'aimer devient un enjeu absolument majeur. Ça, c'est une marge de progression absolument majeure dans la direction de la pleine humanité. Eh bien, écoute, je te remercie pour ce beau moment et toutes ces belles paroles. Eh ben, merci à toi, Christine.